Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble les thématiques qui participent à l'évolution de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous l'aurez compris, Génération News scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons parler justement du voyage, mais en l'occurrence de la situation d'étrangers dans un pays d'accueil. Pourquoi aujourd'hui est-il important de se régulariser sur le plan administratif? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons justement parler toujours de cette vie, mais la vie d'un étudiant à la fin de ses études. Comment préparer, en d'autres termes, comment mieux préparer son retour dans son pays d'origine? Des éléments de réponse naturellement en fin d'émission avec mes invités du jour, des habitués pour la plupart. Il s'agit évidemment de David, diplômé en électromécanique. Merci d'avoir à nouveau répondu à l'invitation de Génération News. Tu es un habitué, j'ai simplement envie de te dire bienvenue chez toi. Merci Régis, c'est toujours un plaisir d'être ici. Plaisir également de recevoir Randolph, diplômé en sciences politiques, c'est bien ça? Oui. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Toujours un plaisir, ça faisait par contre longtemps qu'on t'avait pas reçu sur le plateau de Génération News. En tout cas, merci d'être de nôtre aujourd'hui. Merci Régis pour l'invitation, c'est un plaisir. Plaisir partagé, mon cher Randolph. Et puis on a une revenante sur le plateau de Génération News, Laïka, diplômée en journalisme et communication. Aujourd'hui, vous êtes des diplômés. Merci Laïka en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de te retrouver sur le plateau de Génération News. C'est toujours un plaisir d'être là parmi. Les amis, comme je le disais dans mon introduction, nous allons pour la première thématique évoquer la situation d'un étranger dans un pays d'accueil, notamment sur le plan administratif. Il y a tellement de choses et on va pas se mentir, c'est parti aussi de ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Il y a un buzz sur les réseaux sociaux par rapport à une situation sur laquelle on va éviter d'entrer parce que ça peut causer d'incidents diplomatiques entre deux pays en l'occurrence. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons justement parler un petit peu du profil de l'étranger. David, je me tourne vers toi pour donner le temps de cette première partie d'émission. Pourquoi aujourd'hui faut-il être, on va dire, en règle, se régulariser dans un pays d'accueil? Déjà, merci pour la question. C'est très important pour un citoyen étranger d'être en règle dans un pays d'accueil parce que ça permet, déjà quand on parle d'identité, carte d'identité, je prends l'exemple parce que ça fait partie des papiers, dans la carte d'identité, il y a le mot identité et identité fait référence à la personne. Donc ça permet de pouvoir t'identifier, de pouvoir déjà, au cas où il y a un souci qui se passe, par exemple, c'est pas ce que l'on souhaite, mais on peut facilement mettre un nom sur la personne. Ouais. Ça te permet aussi d'éviter tout ce qu'il y a comme contrôle parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe un peu dans les pays d'Afrique, on voit un peu les différents soucis qu'il y a. Partout, même dans le monde. Exactement, exactement. Donc, il y a en fait un taux d'exigence que l'État met sur les contrôles pour pouvoir éviter que des personnes clandestinement se retrouvent dans un pays sans qu'ils soient rentrés par des moyens légaux. Donc, du coup, c'est important pour tout étranger qui arrive dans un pays autre, donc dans un pays d'accueil, d'être en règle avec en règle et en conformité avec le pays dans lequel le pays d'accueil. Justement, Randolph, le constat qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, David a un peu planté le décor. Il est important, c'est vrai, d'être, on va dire, à jour, pour utiliser un jargon plus familier, lorsque nous sommes dans un pays d'accueil. Mais le constat, c'est que on se rend compte qu'il y a un fort nombre, un nombre important, justement. Généralement, ce sont des étudiants. Vous, c'est vrai, vous n'êtes plus dans ce profil d'étudiant, même si vous êtes diplômé, mais quelque part, vous l'êtes encore parce que, bon, je suppose que le cursus, ça va encore plus loin pour ceux qui veulent aller jusqu'au doctorat et tout ça. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression, c'est une impression qui peut être vraie, c'est selon, mais pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des étrangers qui ont du mal à être en règle, en conformité avec la loi du pays d'accueil, ce sont majoritairement des étudiants? Donc, merci pour la question, Régis. Je dirais d'abord dans un premier temps qu'il s'agit là quelque part d'une certaine forme de négligence. Parce que lorsque un étudiant quitte son pays pour arriver dans un pays d'accueil, il a l'obligation de se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur du pays d'accueil. Il ne peut pas arriver dans un pays qui l'accueille et vouloir faire comme bon lui semble. Déjà, lorsqu'il arrive, il a un visa.
étudiant qui est majoritairement de 3 mois. Ouais, donc, le temps pour ce dernier de se mettre à jour. Et cela passe par le fait d'aller se présenter non seulement au niveau de la représentation diplomatique, mais aussi l'ambassade, oui, mais aussi au niveau des autorités du pays. Donc je dirais dans un premier temps, c'est d'abord de la négligence parce que tout est mis en place pour que ces derniers puissent s'acquitter de cette obligation le plus rapidement possible. De la négligence simplement, laïka, de la part des étudiants. C'est vrai qu'il y a des professionnels aussi. Et tout à l'heure, il parlait de la carte d'identité. Je pense que tu faisais allusion à la carte de séjour pour les étrangers. Il y a également des professionnels qui travaillent, que ce soit toutes les nationalités confondues. De toutes les façons, à l'étranger, tu es un étranger. Donc ça, c'est le principe qui est assez simple. C'est simplement une question de flemme, pour utiliser le jargon des jeunes, laïka, qui conduit à ce qu'on se retrouve avec une flopée de compatriotes, que ce soit des Gabonais, Congolais, Tchadiens, Centrafricains ou j'en passe, qui malheureusement ne sont pas en règle dans le pays d'accueil. Bon, déjà, je vais aller dans son sens. Merci pour la question. Je vais aller dans son sens parce que, on va dire pour le Sénégal, le cas du Sénégal, la loi est assez souple pour les étrangers ici. Quand tu arrives, comme il essayait de dire, tu as le visa de 3 mois, donc tu as le temps de faire tes papiers. Mais si les gens n'arrivent pas à le faire, ça veut dire qu'il y a une certaine négligence, comme il le mentionnait tout à l'heure. Donc, si un professionnel... Désolé de t'interrompre, pour aller dans le même sens, la négligence vient de qui? De celui qui vient d'arriver dans le pays ou de celui qui accueille celui qui arrive? Parce que si tu viens d'arriver dans un pays, généralement, tu ne connais pas un peu comment ça se passe, tu es aiguillé, on va dire, il y a quelqu'un qui te sert un petit peu de GPS. Est-ce que la négligence vient de cette personne-là ou de la personne qui arrive, qui n'est pas assez motivée pour dire « il faudrait que je sois en règle » ? Je pense que les temps sont partagés. D'accord. Parce que la négligence vient de celui qui vient, c'est-à-dire celui qui est nouveau dans le pays. Parce que normalement, avant d'être dans un pays, tu es censé connaître la loi du pays, tu es censé savoir ce qu'il faut faire en arrivant, tu es censé savoir ce qu'il faut comme document pour être dans le pays. Maintenant, le temps vient aussi de celui qui accueille la personne. C'est-à-dire tu ne dis pas les informations essentielles. Ce qui est important pour la personne, tu préfères l'emmener dans d'autres choses. On lui dit non, en fait, les 3 mois ne vont pas durer, il faut faire tes papiers rapidement et la personne se retrouve à ne pas avoir les documents à temps. Est-ce que toi, quelque part, avant de donner la parole à David, est-ce que toi, quelque part, tu joues un peu ce rôle-là du gendarme avec tes sœurs, avec tes petites sœurs, dès qu'effectivement ces personnes arrivent au niveau, supposons on reste sur le cas de Dakar, dès que ces gens arrivent à Dakar, est-ce que toi, quelque part, tu joues un peu ce rôle-là aussi? Oui, bon, je prendrai le cas de ma petite soeur qui est en Turquie, elle est venue ici. Aussitôt elle arrive, aussitôt je lui ai dit, il faut être en forme en fait. Il faut avoir tous tes documents ici, n'essaye pas de dire tu as du temps et tout. Va à l'ambassade, va à la police des étrangers, il faut qu'on sache que tu es là et vraiment je joue ce rôle-là. L'ambassade, la transition est toute faite. C'est vrai qu'on a parlé d'être en règle dans le pays d'accueil et il ne suffit pas juste d'être en règle au niveau du pays d'accueil, mais même dans son propre pays aussi. Randolph a parlé de l'ambassade, Laïka a également fait le lien. Justement, le pont il est trouvé, mon cher David, à ce niveau-là aussi. Pourquoi c'est important que l'ambassade sache que, évidemment, il y a David qui vient d'arriver au Sénégal? Tout d'abord parce que l'ambassade, c'est la représentation du pays, de ton pays à l'extérieur. Donc ça veut dire, si je prends le cas d'un Gabonais, l'ambassade du Gabon représente le Gabon ici au Sénégal. Alors lorsque lorsqu'un Gabonais quitte son pays pour venir ici au Sénégal, il faut qu'il passe par l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'il est censé se faire enregistrer. Donc l'ambassade est censée savoir qu'il y a une personne qui est arrivée, qui s'appelle Tan, par exemple qui s'appelle David, et qui est venu pour faire telle étude, telle étude, telle étude. Donc ça sert de protection aussi. C'est un recensement. C'est un recensement, exactement. Donc qui va servir de protection. Je préfère bien utiliser le terme de protection pour qu'on comprenne la gravité de ce recensement-là. Parce que ce n'est pas juste de l'emmerdement. Parce que quand on parle de négligence, Rodolphe et Laïka parlaient autant pour moi de cette négligence-là. Pourquoi il y a cette négligence? Parce que les gens ont l'impression que quand on demande de faire les papiers, de se faire recenser, c'est parce qu'on veut les embêter. Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent que... Oui, mais se faire embêter dans le pays de Trouix, c'est quand même assez... Les gens développent une certaine flemme lorsqu'il s'agit de faire les documents, faire les papiers, aller en fait à l'ambassade. Oui, mais qu'est-ce qui dérange? C'est quoi? C'est la procédure qui est assez longue ou Laïka, c'est quoi? Qu'est-ce qui dérange concrètement? Je pense que c'est surtout la procédure, oui, mais
surtout la personne qui accueille. Moi, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. C'est surtout la personne qui accueille parce que si tu viens vers moi, bon, c'est moi qui t'accueille et puis je te dis pas ce qu'il faut. Donc, si tu es là, tu te dis non, ça va. Et puis, des informations de bouche à oreille, dire au Sénégal, on va pas trop te contrôler, on va pas trop te vérifier. Donc, tu peux faire comme tu veux, tu peux te balader sans papier. Et des gens qui ont le courage d'aller, par exemple, sur les réseaux sociaux, dire moi, j'ai fait 7 ans au Sénégal, j'étais sans papier, j'ai fait ceci. Donc, tu vois, et quand le nouveau, il arrive, il dit bon, moi, je peux faire la même chose. Je peux être comme ça et c'est de là va la négligence et tout. Après, moi, je ne veux pas que les actions soient guidées par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il faut comprendre... Oui, parce que chacun a sa part de responsabilité aussi. Et la plus grande part de responsabilité vient à soi-même, d'abord. Quand je sais d'emblée que je viens d'un pays qui n'est pas le mien, donc je ne peux pas me comporter comme si j'étais dans mon pays. Déjà que dans mon propre pays, je suis obligé d'être en règle. Parce que on parle de carte d'identité étrangère, mais dans ton propre pays, on te demande aussi la carte d'identité. Donc, c'est important de se balader avec son papier. Maintenant, lorsque je vais dans un pays qui n'est pas le mien, j'ai l'obligation de tout faire pour être en conformité parce que si on m'arrête, il n'y a pas mes parents, c'est pas chez moi. Donc, maintenant, arriver à un niveau où je comprends le fait que, on va dire, l'entourage peut te pousser à te dérouter. Mais toi-même, tu dois avoir ça en tête, en fait. Tu dois avoir en tête le fait que... Oui, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui se laissent facilement guider, mais on ne se laisse pas influencer dans tout et n'importe quoi. Il faut vraiment savoir mettre les bases et mettre vraiment, on va dire, un nom sur ce que l'on veut faire, en fait, ce qu'on doit dire. Donc, chacun a le droit de décider de si il le fait ou il ne le fait pas. Mais plutôt, on va dire, généralement, moi, je pense que la meilleure chose à faire pour une personne, ce serait de dire que même si je vais m'amuser, l'amusement, je peux le faire après. Même s'il y a des distractions, je peux le faire après. Mais la primeur est donnée. Voilà. Exactement, c'est ça que je cherche. La priorité doit être faite sur les documents comme ma priorité est faite sur les études. Parce que si la personne qui est avec moi me dit ne pars pas à l'école, tu as le temps, je ne vais pas suivre la personne, n'est-ce pas? Parce que je suis venu avec un objectif. Donc, on doit mettre le nom sur la priorité. Et la priorité, c'est pour faire l'école. Mais pour pouvoir faire l'école, il faut être en conformité avec la loi, en conformité avec l'école. Et ceci passe par la régularisation des papiers, au niveau, aussi bien au niveau administratif de l'école qu'au niveau aussi des... Oui, parce que c'est là où je voulais en venir avant de laisser Laïka le temps de rebondir, parce que ça se voit qu'elle a des choses à dire. On va peut-être laisser aussi Randolph nous donner son point de vue, parce que tout à l'heure, il y a un point assez intéressant que David a évoqué dans son argumentaire, quand il parlait justement d'être à jour ou en règle dans le pays d'accueil. On a parlé de la carte consulaire pour justement l'ambassade du pays d'où vous venez ou d'où vous appartenez, au pays auquel vous appartenez. On a parlé également de la carte de séjour, ce qui est important. Il y a d'autres documents aussi tout aussi importants qui renvoient toujours à cette forme d'être en règle dans le pays d'accueil. Le comportement, mon cher, parce qu'on parle de documents, mais être en règle aussi dans le pays d'autrui, est-ce que le comportement a un impact aussi considérable? Oui, Régis, pour répondre à cette question, c'est évident. Le comportement doit suivre. Il ne s'agit pas simplement de dire parce que je suis en règle, j'ai mes papiers dans le pays d'accueil, que je vais faire ce que je veux comme je veux. On n'est pas chez nous, il faut le dire. C'est un pays d'accueil. Ils vous accueillent, ils ont leurs règles, leur manière de fonctionner. Et lorsqu'on est dans un pays d'accueil, on est dans l'obligation de se conformer. Certes, ça peut sembler difficile, surtout quand tu es habitué à une manière de faire. Mais on est dans l'obligation de se conformer à ce que le pays d'accueil nous impose. Donc, ces règles et tout ce qui suit. Pour revenir un peu sur ce que Laïka disait tout à l'heure, elle a parlé on parlait tout à l'heure de négligence et Régis a fait allusion à la procédure. Il faut reconnaître aussi que la procédure est longue, ça c'est vrai. La procédure demande beaucoup de documents et il y a un manque souvent d'informations. Voilà pourquoi je veux rejoindre Laïka lorsqu'elle dit les torts sont partagés. Pas seulement entre la personne qui réceptionne peut-être le nouveau ou le bleu comme on dit, mais aussi au niveau des autorités, des différentes autorités. Aujourd'hui, quand on vient par exemple dans un pays comme le Sénégal, on n'a pas d'informations par exemple que quand tu viens, pour établir ta carte d'étranger ou ta carte de séjour, il te faudra faire le casier judiciaire au préalable. Pour certains, ces informations
Et ils ne l'ont pas. Ils vont juste faire le visa, prendre l'avion et arriver ici. Arriver ici, ils vont se rendre compte qu'en réalité, il y a une panoplie de documents assez importants. Oui, mais dans ce cas, moi je suis d'accord sur le principe, hein, désolé de t'interrompre, mais c'est pour aller dans le même sens que toi. Je suis d'accord sur le principe, ton argumentaire tient la route. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que là, il faut imputer le tort supposons, à l'administration sénégalaise, qui, elle, a déjà donné l'information, ou bien c'est uniquement les étrangers qui ne vont pas vers l'information? Parce que je pense que ça existe, hein, déjà, c'est préétabli les documents qu'il faut. Après, je suis d'accord, hein, quand tu dis que beaucoup n'ont pas l'information, mais généralement, c'est des gens qui ne vont pas vers l'information. Après, évidemment, on a parlé de l'ambassade. L'ambassade aussi a sa part de responsabilité dans l'absence potentielle de communication. Mais je crois que les ambassades aujourd'hui communiquent. Après, c'est peut-être nous qui captons mal l'information ou on va pas vers cette information-là. Donc, c'était pour aller dans le même sens que toi. Bien sûr. Voilà, je vais te laisser terminer, sauf si tu as... Donc, bien évidemment, je te rejoins, mais c'est juste dire qu'il y a tout un problème qui peut se soulever autour de ce type de questions-là. Bon, pour moi, tu vas peut-être m'excuser, nous qui sommes spécialisés en questions d'ordre diplomatique, politique, etc., il y a certaines questions que l'on creuse, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, on a pris l'exemple d'un étudiant qui a quelqu'un. Prenons le cas d'un étudiant qui vient, il n'a personne. Ouais. Aujourd'hui, on a des boursiers qui sont à la charge, par exemple, des entités de leur pays qui viennent sans avoir un tuteur sur place. Les frais de voyage sont assurés par l'État, etc., etc. Il arrive, il vient découvrir un environnement qu'il ne connaissait pas. Cette personne-là, comment lui, il va savoir que aussitôt je suis arrivé, il y a une police des étrangers qui doit me permettre de faire tel papier, etc., etc. Oui, mais quand il arrive, généralement, je pense, hein, moi quand je suis arrivé la première fois au Sénégal, la première institution que je cherchais à connaître, c'est l'ambassade. Où se situe l'ambassade? Parce que l'ambassade, c'est chez moi. Et je pense que la première chose, pour rester dans ton exemple, le premier réflexe, qu'un compatriote étranger, gabonais, congolais ou tchadien ou camerounais, peu importe la nationalité, gagnerait à voir quand il arrive dans un pays d'accueil, c'est de chercher où se trouve son ambassade. Voilà, son ambassade. Et c'est de là-bas qu'il y a sûrement des informations. Mais le problème aujourd'hui, c'est que très peu y vont, ou à l'ambassade, simplement pour aller prendre des informations. Beaucoup y vont lorsqu'il y a, quand il y a un souci, quand il y a un document à récupérer ou quand on demande aujourd'hui d'aller faire des cadres consulaires, beaucoup se bougent dans ce sens-là. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi, mon cher Randolph, il y a tellement de choses encore à soigner dans ce sens-là. Laïka, on parle effectivement de profil étudiant. Vous l'êtes encore, comme je disais, quelque part, même si vous êtes diplômé, encore félicitations, mais il y a le process qui reste et vous êtes encore dans le principe d'être étudiante ou étudiant. Est-ce que le fait de ne pas être à jour dans le pays d'accueil peut avoir un impact psychologique chez la personne au point d'avoir un impact de façon par ricochet sur le rendu à l'école, sur les notes, beaucoup de choses en fait. Est-ce que ça peut agir sur ça? Oui, bien sûr, ça peut avoir un impact psychologique parce que, comme en ce moment, on demande des documents et il y a un peu de psychose sur l'internet. On dit non, si tu sors, on va t'attraper, tu vois. Et toi, si tu es dans l'irrégularité, voilà, tu peux te dire non, je ne peux pas sortir. Si je sors, on va m'attraper. Et si tu as des cours, des rattrapages et tout, tu ne vas pas pouvoir bien travailler parce que tu as justement cette limite-là. Tu ne peux pas. Donc, forcément, il y aura de l'impact. Oui, mais si tu sais que cette peur-là peut avoir un impact sur toi, pourquoi ne pas se mettre en règle avant? Mais justement, voilà pourquoi je disais que les temps sont partagés. Comme il est en train d'expliquer tout à l'heure, si moi je reçois Régis, Régis ne connaît pas Dakar, Régis ne connaît pas l'ambassade, Régis ne connaît pas la police des étrangers, comment il ira? C'est moi qui dois montrer à Régis où se trouve l'ambassade. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas, comme il a dit, les étudiants boursiers qui ne connaissent pas, bon, qui n'ont pas de tuteur et tout. Mais pour la personne qui a déjà un tuteur, tu ne vas pas dire à la personne, bon, l'ambassade se trouve là-bas, le tribunal se trouve là-bas, il faut y aller. La personne est perdue, parce que d'abord, tu es dans un pays nouveau, tu ne connais même pas les moyens de transport, tu ne sais pas comment tu y rentres, tu ne sais pas quoi faire. Et il y a aussi ce blocage-là, tu ne sais pas qui va t'orienter. D'accord. David, tu veux rebondir sur... Oui, en fait, moi je trouve ça très intéressant quand on parle de ce sujet parce que ça va permettre aussi à ceux qui s'apprêtent à venir dans un pays étranger à avoir le comportement qu'il faut. Tout à l'heure, Laïka, c'est ça, Laïka, pardon, parlait de quelque chose d'important. Elle disait, une personne qui arrive dans un pays étranger et qui n'a personne, comment il va savoir, etc.
Moi, je pense que c'est comme ce que disait Régis. En fait, on est obligé d'aller vers l'information. On est obligé. Je pense qu'il y a forcément une personne qui va t'indiquer. Il y aura forcément quelqu'un pour te dire, même si tu n'as personne, même si tu n'as pas de colocataire, même si tu ne sais pas comment te retrouver, tant que tu as l'ambassade dans le pays d'accueil où tu vas aller, l'ambassade sera toujours ta source d'information première. Et aussi pour revenir à... Il y a un truc, on parlait de négligence concernant les papiers, les documents et tout. Et il y a un truc qui est bizarre, c'est que nous, on aime bien faire les choses sous pression. Ouais. Ça, il faut à la dernière minute. C'est à la dernière minute. Ouais. C'est comme ça que ça se passe même sur le plan scolaire. Lorsqu'on demande de faire un devoir, c'est toujours de maison, c'est toujours à la veille qu'on va voir. Mais même pendant les révisions, généralement c'est à la veille de l'examen. L'homme aime bien faire les choses sous pression. Pour vous ne pas dire l'homme noir, parce que je n'ai pas envie de stigmatiser juste l'homme noir et tout. Non, non. Mais l'homme aime bien faire les choses sous pression à la dernière minute. Donc, les gens n'ont pas la prévision, ils n'aiment pas faire des choses en avance pour pouvoir éviter qu'il y ait des répercussions. Donc, voici pourquoi on se retrouve à ce que, actuellement là, les gens sont... En fait, ils sont en train de se victimiser du fait qu'on puisse les arrêter, alors que ce n'est pas normal. Ouais. Bon, parce qu'il faut rappeler le contexte qu'en ce moment au Sénégal, il y a un renforcement accru des contrôles, la sécurité, un peu dans les différentes ruelles. Mais j'ai envie de dire que c'est logique parce que généralement, à l'approche des fêtes, il y a ce renforcement des contrôles justement pour régulariser et sécuriser le pays et des différentes villes. Donc, ce qui est tout à fait logique. Et il y a un papier, en l'occurrence, qu'on demande, c'est la carte de séjour pour les sujets étrangers. David, je reviens vers toi avant de donner la parole vite fait à Randolph. On a vu également ce qui se passait, la transition a été faite avec Laïka quand elle parlait de réseaux sociaux, aller sur les réseaux sociaux avec la psychose. Aujourd'hui, il y a potentiellement ce qui peut s'apparenter à un buzz, comme on dit, il n'y a pas de good buzz, il n'y a pas de bad buzz, il y a juste un buzz, mais ce buzz-là, malheureusement, a un goût très amer dans l'assiette de beaucoup d'étudiants, parce que c'est beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui sont dans cette situation d'irrégularité. Ça crée également ce qu'on peut appeler des confrontations. On a vu, on ne citera pas les pays ici, mais on a vu des compatriotes des pays différents s'insulter, avancer des propos très durs. Là encore, le danger, il se situe à quel niveau concrètement, mon cher Randolph, selon toi? Et quelle appréciation fais-tu de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Donc, au niveau de l'appréciation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faudrait dire que actuellement l'heure n'est pas à la psychose. L'heure n'est pas à la psychose parce que ce qui a été mis en place par les autorités du pays d'accueil, c'est, comme tu le disais Régis tout à l'heure, c'est fondé. Parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans la phase de fin d'année, c'est des questions de sécurité et tout ce qui va avec. Donc la question, c'est juste de devoir se mettre en règle dans le pays d'accueil. On ne doit pas laisser certaines personnes ou certains pseudo-influenceurs oui, parce qu'il y a eu une déformation de l'information. Il faut nous faire croire que le combat est mené contre une nationalité en particulier. Pas du tout, parce que c'est simplement des questions de sécurité. Il s'agit là, de la même manière que un national peut être contrôlé, un étranger également est contrôlé. C'est juste pour s'assurer, comme disait David d'entrée de jeu, de l'identité du citoyen ou du ressortissant qui est sur le pays, le territoire. Donc, à ce niveau, également attirer l'attention des compatriotes de ne pas se laisser entraîner à tout vent, de ne pas rentrer dans un conflit de xénophobie, tel n'a pas sa place, tel fait plus que l'autre. Non, ce n'est pas ça. Quand on arrive chez quelqu'un, la moindre des choses, c'est de pouvoir se conformer aux règles établies. Et se mettre à jour. Moi, j'aime bien cette expression-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait... c'est très familier, mais c'est bien. Les amis, il nous reste quelques minutes avant de clore cette première partie d'émission. Je vais donner vite fait une minute à chacun, notamment David et Laïka. Laïka, le comportement, c'est vrai que Randolph en a parlé, mais quel est le comportement qu'on doit avoir, au-delà justement d'être réglo sur le plan administratif, le comportement qu'on doit avoir pour respecter le pays qui nous accueille? Bon, le bon comportement, il faut respecter les institutions, pour moi. Il faut respecter la culture aussi, parce que ça vient là. Exactement. Et il faut respecter les autochtones, en fait. Il faut ça. Et puis, chaque étudiant, ou bien
étranger qui vient au Sénégal, rapprochez-vous des communautés. Les communautés sont disponibles aussi sur Facebook, hein, sur WhatsApp. Vous pouvez aller pour avoir des informations. Si vous êtes seul, vous n'avez pas de tuteur. En fait, on parlait de communautés, c'est beaucoup plus des associations communautaires, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Rapprochez-vous et mettez-vous à jour, comme il dit. D'accord, voilà. oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien l'expression se mettre à jour. Je trouve ça bien. Mais ça renvoie un côté péjoratif aussi. Ça sous-entend que on est un peu bandit sur les bords parce que nous ne sommes pas à jour. David, en quelques mots avant de clore cette première partie d'émission. Bon, moi, je veux dire simplement que ce buzz que ça crée n'a pas lieu d'être. Donc, nous sommes dans un pays étranger, on se conforme aux lois, on se conforme aux règles et on se met à respecter ce qu'on nous demande de faire. Simplement, donc, si tu sais que tu n'as pas les papiers et qu'on t'arrête, tu n'as même pas le droit d'ouvrir la bouche pour dire tu n'as rien à dire. Tu dois juste te mettre en règle. Donc, je trouve que c'est abusé d'aller sur des panels, sur les réseaux sociaux pour commencer à parler de tout type de choses pour rien, non. Mettez-vous en règle, mais ayez vos documents, vos papiers et ensuite vous ne serez pas arrêté. Peu importe le document qu'on demande, il faut l'avoir. Je pense que pour les étrangers, il y a 2 documents qu'il va falloir avoir, notamment ta carte de séjour et ta carte consulaire pour être au moins sur le plan administratif en ce qui concerne la police pour éviter des potentielles arrestations. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On prendra l'avion pour rentrer chez nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons cette fois-ci parler du retour après ses études. Comment justement préparer son retour au pays après avoir terminé ses études dans un pays autre que son pays natal. En l'occurrence, Laïka, tu es diplômée, on l'a dit en introduction, au début d'émission. La sensation d'avoir accompli une mission, en tout cas pour la première phase, c'est fait, c'est opérationnel, tu es officiellement journaliste. La sensation déjà que ça fait, derrière, tu me diras, qu'est-ce que ça fait d'obtenir son diplôme, on va dire, dans le système LMD. Et ensuite, comment tu prépares l'avenir, l'après-diplôme, comment ça se prépare? Bon, déjà, je me sens bien, je me sens fière quand même parce que les parents sont assez fiers parce qu'ils se disent, bon voilà, ma fille n'est pas allée au Sénégal juste pour s'asseoir, elle a ramené vraiment... Juste pour ne pas être en règle sur les... Voilà, juste pas, mais voilà, elle a fait. Bon, c'est vrai que je ne rentre pas maintenant, mais le retour, ça se prépare. Et comment, justement? Là, comment ça se prépare, là? Pour moi, je pense que déjà... Il faut déjà connaître tes compétences professionnelles, voilà. Il faut t'organiser, il faut savoir ce que tu sais faire, réellement, parce qu'arriver sur place, bon, comme en ce moment, on va dire que le Gabon essaye un peu de se reconstruire, de se reconstruire et tout. Il y a aussi l'entrepreneuriat là, essayer de voir à quel moment avec. Où est-ce que tu peux aller? Si la fonction publique, ça ne va pas, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Essayer vraiment de... cibler le secteur d'activité. Voilà, cibler le secteur d'activité pour ne pas arriver là-bas, bredouille et te dire, bon, qu'est-ce que je fais finalement? Oui, et chercher aussi à savoir comment on obtient le profil d'entrepreneur quand je rentre dans mon pays, parce que c'est clair qu'il y a des institutions qu'il faut aller voir pour obtenir le matricule et tellement de choses. Voilà, le premier pas de l'entrepreneur en tout cas. Voilà. D'accord. Randolph, toi c'est évident, toi tu as terminé. Tu attends juste que madame également fasse te donner en fait ce sourire-là avec sa soutenance. D'ailleurs, c'est réussir et avoir une bonne note, c'est tout le mal que nous souhaitons à ta chérie également. Mais le projet, il est ficelé. On rentre au pays. Comment vous êtes en train de préparer justement ce retour au pays? Est-ce que vous dites à l'image de Laïka, au-delà d'avoir une idée de projet à développer au pays, mais est-ce qu'en amont, vous avez déjà au moins installé? Tout à l'heure, tu parlais de compétences. Mais ces compétences-là, naturellement, sont nourries par probablement un stage au niveau du CIE. Est-ce que vous dites, OK, on se donne un temps, on réalise d'abord des stages avant de rentrer, ou les stages sont déjà réalisés, mais si on rentre, voilà comment on va procéder. Est-ce que tout ça, c'est déjà préétabli? Oui, Régis, tout ça est déjà préétabli parce que lorsque l'on rentre, ce n'est pas simplement, comme disait Laïka tout à l'heure, rentrer pour aller croiser les bras. Aujourd'hui, au-delà du grossir dans le chômage. Pour grossir dans le chômage. Aujourd'hui, au-delà du diplôme, il y a également les compétences et les aptitudes. Il y a une chose dont je suis fier, c'est de voir que nous sommes une génération qui, en étant à l'étranger, nous ne sommes pas... plus simplement aller à l'école. Nous avons développé des aptitudes dans l'entrepreneuriat de gré ou de force face aux différentes circonstances qui sont arrivées. Donc en rentrant, c'est tout
un process, voilà, de préparer ce qui peut marcher et au cas où si ça ne marche pas, comment rebondir et comment... Bon, l'idée ici sur ce plateau, c'est pas de vendre la mèche, mais si on peut tirer quelques infos. Je veux dire, mais concrètement, qu'est-ce que toi, tu as planifié dans ta tête? C'est-à-dire, quand tu rentres dans ton pays, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu te reposes histoire de te reconnecter avec le pays et ensuite tu mets en place un business? C'est vraiment ce cheminement dont j'ai besoin un petit peu. Comment toi, tu l'as déjà préparé? Donc, quand je vais rentrer, déjà, en partant d'ici, je suis parti sur la base de ce que j'ai fait comme étude, quels sont les différents débouchés. Exactement. Donc, aussitôt arrivé, c'est simplement passer par tout ce qui est documents, administratifs et tout, et ensuite déposer les dossiers un peu partout. Entre-temps, mettre en place également un business en fonction, comme je le disais une fois ici sur le plateau, de ce qui me passionne. Pour avoir l'amour également de l'entrepreneuriat dans ce que je vais faire. Mais je n'irai pas d'ici, il ne faut pas aussi partir du pays d'accueil en se disant je vais aller trouver les fonds au pays. Ouais. Parce que oui, c'est pourquoi, je parlais de préparer. Voilà, préparation, c'est la préparation bien sur le plan financier, moral, psychologique et tout ce qui va avec. Ouais. C'est vraiment préparer tout un business plan, si je peux dire ça comme ça, et aller avec tout ce qu'il faut, tous les rudiments nécessaires. Est-ce que toi, tu te vois, tu es diplômé en sciences politiques, c'est bien ça? Est-ce que tu te vois justement, tu parlais des débouchés, donc tout ce qui est en lien avec ta formation, tu parlais de passion, c'est ces deux points effectivement qui doivent aller de pair. Est-ce que tu te vois justement dans ta projection, en rentrant chez toi, dans ton pays d'origine, se dire tiens, ce serait bien que je monte un petit cabinet de consultance. Quand tu parles de business, est-ce que c'est dans ce sens-là justement? Ça peut être dans ce sens, parce que là, il s'agit également d'une passion et des compétences que j'ai eu à acquérir ici au niveau des études. Oui, en rentrant, je peux effectivement mettre en place un cabinet de consultants en matière politique ou encore en relations internationales, ou pour analyser, ou être consultant, télé et tout ça. Et au-delà également, ne pas simplement me nourrir de ce cabinet-là, parce que effectivement, Laïka parlait tout à l'heure de ce que l'on a dans les mains. Mes mains aujourd'hui peuvent me produire bien plus. Donc c'est un peu... Bon, Laïka, ça se voit qu'elle a un projet déjà, ça se voit qu'elle a un projet, ça se voit... Non, si moi je rentrais maintenant, d'accord. Déjà, on va dire, si je rentre maintenant, déjà il me faut une bonne somme d'argent parce que je ne vais pas aller vivre au crochet des parents, ils ont assez fait. Oui, mais quand tu dis une bonne somme, c'est combien et c'est estimé sur combien en termes de temps? Sur 2 ans, sur 3 ans Non. Disons 5 mois. Pour moi, c'est pourquoi je dis 5 mois, parce que je devrais, comme il a dit déjà, essayer de déposer les dossiers, voir où je peux m'en sortir, mais aussi l'installation, où je vais habiter. Est-ce que je vais encore vivre avec les parents ou pas? Bon, pour mon cas, je ne veux pas vivre avec les parents. J'ai envie d'être libre comme j'ai... Parce que étant à l'étranger, tu as cette autonomie, on s'habitue à cette liberté, effectivement. Mais tu n'as plus envie d'aller vivre avec les parents. Donc, je me prépare à ça, aller louer, essayer de déposer les dossiers, voir où je m'en sors et puis voilà. David, c'est vrai que Randolph et Laïka sont énormément revenus sur la préparation. J'ai bien aimé ce que Randolph disait, préparation physique, psychologique, financière, potentiellement sociale aussi. C'est toujours bien d'avoir une personne à côté qui nous aide socialement ou émotionnellement. Et en tout cas pour toi, tu étais tranquille à ce niveau-là, Randolph. David, justement, comment tu prépares ce potentiel retour dans ton pays d'origine? Et il y a également un message qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui chez les différents chefs d'État, c'est ce retour aux sources, ce retour au pays où en fait les chefs d'État demandent aux jeunes de rentrer pour éviter la fuite de cerveau et d'avoir justement ces cerveaux tout nouveaux là avec des idées qui peuvent emmener le pays vers l'innovation. Premièrement, comment tu prépares ton retour dans ton pays d'origine et qu'est-ce que tu penses de l'appel lancé par les dirigeants africains, ce retour au pays pour les ressortissants en l'occurrence? Alors, ça a déjà été très bien expliqué par Rodolphe. Je vais essayer de renchérir. Après, je pense que quand on parle de préparation, la préparation, elle est grande. Donc, pour faire mon retour au pays, avant d'y aller, je ne peux pas juste me lever un bon matin, dire que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je prends mon billet, je rentre. Donc, c'est tout. Je réfléchis d'abord au secteur d'activité. Parce que l'objectif aujourd'hui, lorsqu'on termine de faire des études, c'est plus ou moins de travailler. Après entreprendre. Donc, si on essaie de réunir tout ça, ça tourne autour de l'argent, tout simplement. Donc,
tu as besoin d'avoir un endroit où tu sais que lorsque je vais arriver, je pourrais m'asseoir, déjà rentrer dans la fonction publique. Ou oui, mais ça, tu le fais en amont. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le plan B, c'est l'entrepreneuriat. Mais le plan A, vous suivez la démarche qui consiste à déposer des dossiers dans des... Généralement, l'entrepreneuriat vient en plan B parce qu'on évite... C'est mieux de faire l'entrepreneuriat lorsque tu sais que tu as déjà un boulot bien assuré et tu as un bon revenu parce que l'entrepreneuriat demande de l'argent. Et du temps. Et du temps. Et tu ne pourras pas entreprendre si tu n'as pas assez de revenus. Donc, pour moi, je vais aller dans ce sens-là parce que c'est comme ça que je réfléchis. Et avant aussi même d'aller travailler, comme je disais tout à l'heure, j'analyse le secteur d'activité dans mon pays. Donc, c'est à quel domaine je vais aller travailler. Et ça, c'est en amont. C'est vraiment avant même de... Très bien, même avant même de faire son diplôme parce que tu appréhendes déjà l'après-diplôme. En fait. Donc, c'est vraiment maintenant, lorsque tu rentres dans une phase de fin de scolarité, lorsque tu sais que tu vas terminer ton étude, ton cursus scolaire, que tu commences déjà à te poser ces questions et à réfléchir. Donc, pour éviter de faire les choses dans le tas. Et en ce qui concerne vraiment l'appel que le président offre pour le retour au pays, moi je trouve que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas faire les choses dans la précipitation pour les personnes qui veulent rentrer. C'est-à-dire? Parce que j'ai vu des personnes qui sont rentrées par exemple au Gabon, parce qu'on a demandé il faut rentrer, il y a actuellement le pays en construction, et ils sont arrivés sans analyser, sans d'abord bien prendre le temps de chercher le domaine dans lequel ils vont travailler et où il y a des appels d'offres, et ils sont rentrés. Et actuellement, parce qu'ils ont suivi cette vague-là, cette fougue-là, ils sont au chômage encore en train d'attendre. Donc, avant de rentrer, de prendre la décision de rentrer dans son pays, il faut d'abord bien réfléchir et bien analyser. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'appelle généralement des personnes qui sont soit des parents, des connaissances qui sont déjà sur place, des personnes qui ont eu le travail pour essayer de savoir c'est où il y a la possibilité de travailler, c'est dans quelle ville, c'est dans quel secteur d'activité, j'insiste dessus, c'est dans quelle entreprise. Maintenant, si je me rends compte que il n'y a vraiment pas d'entreprise où je peux aller travailler maintenant et que c'est bloqué, pour éviter d'aller faire du surplace ou bien de retourner chez les parents, comme disait Laïka, je vais prendre mon temps tempéré, essayer de voir, par exemple, dans le pays d'accueil où je suis, s'il n'y a pas la possibilité d'abord de faire quelque chose en attendant de voir les choses se débloquer dans mon pays. Donc forcément, ça va arriver, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut bien prendre le temps de préparer son retour au pays pour que en fait, le retour soit fait de manière efficace. Maintenant, et puis quelque part aussi, c'est une façon d'être un peu plus logique avec soi, c'est-à-dire remercier aussi potentiellement le pays qui t'a formé, donc le pays d'accueil, de se dire, ok, je ne rentre pas les mains vides, je rentre avec quelque chose dans le cerveau et quelque chose dans les mains qui feront que, bon, derrière, à l'image de ce que Laïka disait, vivre encore sous l'aile de papa, ça peut être encore un peu plus compliqué, surtout quand on s'appelle Laïka et que, bon, on a déjà des aspirations autres. Justement, est-ce que Randolph, quelque part, le fait d'avoir cette stratégie-là, de très bien préparer son retour au pays, c'est d'éviter, on a parlé de sempiternel problème, cette problématique-là qui mine encore une jeunesse et beaucoup de pays sur le continent, on en a parlé, c'est le chômage. Est-ce que le fait de bien préparer son retour, c'est potentiellement écarter le virus du chômage? Donc, oui. C'est potentiellement écarter le virus du chômage. Dans quelle mesure? Dans la mesure où tu pars pour apporter non seulement ta pierre à l'édifice, mais également pour te chercher, comme disait David tout à l'heure, parce que l'objectif de tout ça, c'est de ne pas rester les mains vides. C'est pouvoir subvenir à ses besoins sans pour autant avoir à cogner à gauche ou à droite, dépendre d'abord de soi. Donc, se battre pour éradiquer le chômage, que ce soit par, aujourd'hui on parle de fonction publique, mais également par l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Si tu décides de pouvoir te positionner quelque part, tu aimes ce que tu fais et ça fleurit, bah, tu vas être quelqu'un. On a plusieurs exemples qu'on peut citer. On a vu par exemple Dangote, etc., qui sont positionnés comme étant des acteurs majeurs aujourd'hui sur le continent, simplement par la volonté, d'abord une idée qui a été mûrie, réfléchie et qui a été arrosée et qui a fleuri. Oui, parce que comme je dis souvent, ne pas confondre l'idée et le projet, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est encore dans la tête et quand tu sors cette idée et que tu matérialises ça en mettant sur
un document, ça devient un projet. Donc, généralement, les gens me disent, oui, mais j'ai une idée d'entreprise. Non, tu as juste l'idée, tu n'as pas encore le projet. Donc, sors le projet et ce sera plus intéressant. En parlant de projet, justement, Laïka, on parle effectivement de rentrer au pays. Tout à l'heure, tu disais effectivement, même David et Randolph sont revenus là-dessus, la nécessité aujourd'hui de rentrer avec un bagage, que ce soit le bagage physique ou un bagage intellectuel. Mais en ce qui concerne le bagage intellectuel, l'acquisition des connaissances. Je pense que c'est la base. Quelque part, tu ne vas pas rentrer chez toi en n'ayant rien récupéré du pays qui t'a formé et tout ça. Et quand on parle de l'acquisition des connaissances, ce sont des formations, c'est potentiellement l'école, l'obtention de diplôme. Malheureusement, on va peut-être y revenir, je pense que peut-être que tu vas toucher le point, ces étudiants qui viennent et qui malheureusement font 5 ans et à la fin, pas de diplôme après 5 années d'études. Mais je veux dire, mais vraiment, comment se préparer aussi à l'acquisition de toutes ces connaissances-là avant de rentrer dans son pays? Au-delà de la formation, donc l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assister au séminaire, il faut faire des stages, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Bon, pour avoir, je pense qu'il y a, oui, il y a des stages, il faut faire des stages, il faut assister au séminaire, il faut voir... Il y a souvent des sortes de panels que l'on organise, des sortes pour présenter des webinaires, ce genre de choses. Ouais. Il faut assister, il faut se mettre à jour. Mais aussi, il ne faut pas oublier un truc important, c'est que quand on rentre, il faut se mettre à jour. On va revenir sur ce petit mot-là. Ouais, mettre à jour, ouais. Voilà. Ouais, il faut se rassurer d'avoir les documents à jour. Il faut aussi appeler ceux qui sont rentrés, qui ont été dans la même école que toi, pour savoir si le diplôme aussi est valable, parce que c'est aussi un problème. Parce que tu peux arriver après 5 ans d'études, 3 ans d'études. Le diplôme n'est pas reconnu. Tu arrives et tu te retrouves dans ce chômage-là, parce que voilà, tu t'es pas mis à... Et d'ailleurs, c'est une mesure, on va dire, c'est le fer de lance des nouvelles autorités. On l'a vu avec la mesure du ministre de l'Enseignement supérieur qui était d'écarter tous ces établissements-là qui... parce qu'au Sénégal, on ne va pas se mentir, c'est qu'il y a des établissements qui naissent tous les jours, mais qui malheureusement ne sont même pas agréés, qui ne sont pas reconnus par l'État et qui délivrent justement des faux diplômes pour le coup. Laïka, je reste avec toi avant de donner la parole à David. On a parlé justement des stages, des webinaires, bref, de la formation. Est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, tu me diras, d'avoir de l'expérience, mais beaucoup plus dans le sens de la pratique? Je m'explique. Supposons que tu sois journaliste, tu l'es au passage. Est-ce que avoir ce bagage, cette expérience-là, c'est de travailler, par exemple, dans une radio, dans une télé pendant 1 an ou 2 ans avant de rentrer définitivement au pays? Oui, je pense que c'est mieux d'avoir de l'expérience, vraiment savoir vraiment ce que tu sais faire. Parce qu'on arrive aujourd'hui, quand on va dans les entreprises, on demande l'expérience de 2 ans. Parfois, quelqu'un qui n'a même pas eu le temps d'avoir de l'expérience, on va te demander 5 ans. Il faut savoir faire quelque chose. Même on va dire quoi, des projets d'études qu'on nous donne en classe, par exemple. Bon, moi, en tant que journaliste, on va dire une prise de vue. Il faut savoir écrire un reportage. Il faut le savoir. Enfin, il faut vraiment savoir. Il faut pratiquer, quoi. Voilà, il faut pratiquer parce que si tu ne connais pas, même si tu as le diplôme, on va te mettre dans une télévision, bien à la presse écrite, je ne sais pas trop, et tu ne vas pas t'en sortir. Mais comment dire, en fait, le diplôme, ce n'est qu'une présomption de connaissance. C'est un document qui sous-entend que vous avez des notions de base sur le domaine dans lequel vous avez été formé, mais ça ne dit pas que... Il faut toucher du bois. Voilà, c'est ça, il faut aller justement au fond des choses. David, c'est vrai, est-ce que préparer vraiment son retour au pays, à l'image de ce que Laïka vient de dire, c'est aussi... commencer par travailler d'abord dans le pays d'accueil, voir comment ça se passe. Parce que le monde du travail, on est d'accord, c'est un autre monde, c'est un autre environnement. Est-ce que le côté, on va dire, un peu primordial, c'est pas celui-là? Commencer à pratiquer, à travailler, l'ambiance du travail, comment ça se passe dans les bureaux, avant justement de dire ok, c'est fait, je sais comment ça se passe dans mon domaine de l'électromécanique, je sais comment ça se passe, là c'est bon, je peux rentrer chez moi, j'ai déjà l'ambiance on va dire d'un bureau, d'une réunion et j'en passe. Oui, bien sûr. Je pense que moi j'ai toujours dit que la présomption de connaissances qu'on appelle généralement le diplôme, pour moi ce n'est valable que lorsque tu pratiques ce que tu as acquis dans les connaissances théoriques. Voilà. Ouais. Donc c'est très important pour un étudiant lorsqu'il a terminé son cursus et même bien avant de pouvoir mettre en pratique ce qu'il a reçu. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui. Tu pratiques en ce moment? Exactement, bien avant même. En fait, il faut pas que l'on tombe dans cette façon de faire où on dit
tu vas travailler après, finis d'abord l'école et le travail viendra après. Ouais. Non, le travail ne viendra pas après comme ça. Il faut que tu trouves surtout que le tu temps. peux faire les deux en même temps. Donc, Exactement, il faut que tu trouves le temps de te former parce qu'aujourd'hui, comme disait Laïka, les entreprises sont un peu plus fixées sur des personnes qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils vont faire. Donc, c'est les personnes qui ont déjà une connaissance plus pratique que théorique. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui viennent déposer les diplômes, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et ils sont souvent enseignés par des personnes qui ont moins de niveau qu'eux. Et souvent, ça crée des moqueries, ça crée des frustrations. Moi, j'ai déjà vu, où je travaillais à l'époque, je ne vais pas citer le nom, il y a un ingénieur qui s'est fait corrigé par on va dire un ouvrier, alors que l'ouvrier n'a même pas le niveau d'une personne qui a un BTS, parce que lorsque tu as un BTS dans notre domaine électromécanique... Mais sauf que l'ouvrier lui pratique. Exactement, donc ce qui a fait vraiment cette correction, c'est à cause de la pratique. Et c'est là où on met vraiment plus l'accent sur la pratique. Donc c'est important, si tu as la possibilité, avant de rentrer au pays, de pratiquer, ça maximise tes chances de rentrer immédiatement dans le domaine des... Oui, parce que l'expérience... vous l'avez dit, généralement on demande l'année d'expérience et tout ça. Randolph, la question je te la pose aussi. Est-ce que toi également, tu as eu cette expérience-là avant aujourd'hui de rentrer définitivement au pays? Bien sûr, Régis, j'ai eu cette expérience. D'ailleurs, je remercie le pays d'accueil parce que c'est ici là où je suis venu vraiment connaître c'est quoi le monde professionnel. Et je te rejoins quand tu dis que le monde professionnel n'a rien à voir vraiment avec le monde académique ou, voilà. Social, tout simplement. Tout ce qu'on nous apprend dans la théorie n'a souvent rien à voir avec la pratique. Et c'est très important de faire cette immersion-là dans le monde professionnel pour faire face à des réalités, à des challenges et savoir comment se comporter et comment gérer certaines situations. D'accord. Et toi, comment tu l'as vécu justement? C'était difficile, il faut le dire. Au début, quand tu ne maîtrises pas, c'est assez compliqué. Mais une fois que tu as l'accompagnement nécessaire, tu as l'assistance, tu observes, tu comprends facilement, tu arrives à te mettre dans le bain. Est-ce que quelque part aussi, Laïka, on ne se condamne pas nous-mêmes, sauf si on croit en nous, on a les moyens de notre politique, de nos capacités. Est-ce que quelque part, on ne se condamne pas quand on décide de dire je reste dans le pays d'accueil pour travailler, ou on se dit bon, ça va, j'ai obtenu mon diplôme, tout de suite je rentre, je n'ai pas besoin de faire des stages, pas besoin de travailler, parce que malheureusement, il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce que penser comme ça, c'est pas quelque part se condamner, s'enfermer dans une espèce de salle insonorisée où vous allez crier à l'aide et personne ne va vous entendre? Bien sûr, on se condamne. Honnêtement, on se condamne parce que tu ne peux pas finir ton cursus. Le plus souvent, on oublie ce qu'on apprend, c'est-à-dire ce qu'on apprend à l'école, c'est littéraire. Ouais. Ça nous arrive même souvent si tu fais, on va dire 9 mois de cours et puis tu fais 2 mois de vacances, tu te rends compte que tu as oublié certaines choses. En fait, c'est en pratiquant qu'on retient beaucoup plus que... C'est en pratiquant, donc c'est vraiment mieux. Oui, parce que déjà, pour toi, la journaliste à l'école, la brève, on te dit pour écrire une brève, il faut répondre aux 5 W. Voilà, qui a fait quoi ou comment. Bon, on est d'accord que quand tu réponds à ça, ta brève, elle est petite, quoi. Et donc, il faut développer un petit peu pour qu'il y ait de la consistance et tout. Donc, c'est pour aller dans le même sens que toi en disant la théorie, parfois, très décalée au niveau de la pratique et tout ça. Donc, le stage, est-ce que toi, tu es dans cette dynamique-là, ma chère Oui. D'accord, ok. Oui, parce qu'il faut rentrer, voilà, pour rentrer au pays. À chaque étudiant, moi, je conseille de ne pas sortir de ce pays sans le stage. Sans un boulot, sans une compétence. Mais c'est là le problème, David, qu'on a l'impression que les jeunes ne sont pas assez motivés à l'idée de faire des stages. On a l'impression que la mission première, l'obtention du diplôme, et c'est largement suffisant pour prétendre à un poste salarial, David. Oui, après, bon, je peux aussi comprendre certains étudiants parce que quand tu es dans un pays étranger, c'est pas facile d'avoir un stage, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Mais si tu as la possibilité, il faut toujours tenter. Vraiment, les jeunes diplômés et même ceux qui sont encore sur le banc de l'école, ils doivent automatiquement faire l'effort de chercher un stage. Parce que dans le stage, non seulement tu mets en pratique les connaissances théoriques, mais tu apprends d'autres connaissances. Ouais. Parce que je prends mon cas, j'ai fait 2 stages avant de me poser. Donc le premier stage que j'avais fait, je mettais en pratique les connaissances que j'avais acquises, mais j'ai découvert autre chose. Et dans le deuxième stage que j'ai fait, Régis, les 5 années, voire 6 que j'ai passé sur le banc de l'école, j'avais jamais appris ça. Ouais. Et on me l'a appris en 2 semaines. Donc du coup, je suis arrivé, je connaissais utiliser le logiciel, oui, on m'a fait asseoir, je suis arrivé au bureau et tout, et on m'a montré quelque chose que j'ai jamais vu, alors que ça fait partie de mon domaine.
Et là, je me suis mis à lire des bouquins qu'on m'a offert, on m'a donné ceci, cela. Et j'ai fini par comprendre vraiment l'importance du stage. Et lorsque j'apprenais ça, moi, je partais plus... Après, je ne conseillais pas les gens forcément. Ouais. Mais je partais, moi, à certains cours parce que je profitais de ce temps-là pour vraiment comprendre ce qu'on me montrait. Et aujourd'hui, ça m'a fait vraiment asseoir sur le plan, sur mon domaine. Et encore plus parce que j'ai appris vraiment à l'au-delà de ce que je sais faire. Et c'est important vraiment s'il y a la possibilité pour un jeune étudiant ou un jeune diplômé de pouvoir faire un stage, il doit s'efforcer, il doit tout faire pour pouvoir l'avoir et pour pouvoir mettre en pratique ses connaissances théoriques. Oui, vas-y. Juste pour enchérir, c'est vraiment important ce qu'il est en train de dire parce qu'on a cette expression où on dit souvent vulgairement, non, j'ai appris dans le tas. Oui. Vous voyez, il y a par exemple une journaliste comme moi qui va dire je fais comptabilité, mais tu fais comptabilité comment? C'est parce que tu as appris dans le tas. Voilà pourquoi c'est vraiment important d'apprendre, vraiment important d'avoir cette compétence à la main, d'aller vers ça, de ne pas se dire, de ne pas se laisser aller par la négligence et dire non, bon, je vais faire après. Vraiment, on doit chercher ça, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, Randolph, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, parce que moi je suis toujours sur le principe de renforcer la connaissance, acquérir le maximum de savoir, comme on dit, il y a le savoir-être, le savoir-vivre, mais il y a surtout le savoir-faire. Et c'est le savoir-faire aujourd'hui qui prime, en tout cas lorsqu'on décide de rentrer chez nous. Est-ce que l'avènement des formations gratuites sur les réseaux sociaux renforce quelque part aussi l'acquisition de ces connaissances-là pour avoir une forme d'expérience? Ou bien c'est vraiment à l'image de ce que David dit, la pratique? En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. D'accord. Pour répondre à cette question, Régis, je dirais oui. Parce que tout à l'heure, tu prenais le cas des étudiants, par exemple, ou des étudiants qui rentrent sans diplôme. Aujourd'hui, des compétences, nous pouvons l'avoir de partout, si je peux le dire ainsi. Ouais. Avec l'avènement des réseaux sociaux, quelqu'un qui a fait, par exemple, journalisme, peut se perfectionner même encore sur des questions de géopolitique, etc. etc. Ouais. Aujourd'hui, avec l'avènement de réseaux sociaux, on ne se limite plus à se plaire. Et je complète ce que Laïka disait tout à l'heure, la complaisance à se dire parce que j'ai fait une formation en génie civil, je ne veux rien qu'apprendre que le génie civil. Non. Aujourd'hui, on doit pouvoir sortir des zones de confort pour aller embrasser également tout ce qui peut être bénéfique pour nous, en fait, dans le cadre de nos formations. Et là, je vous rejoins, mon cher Randolph, à 100%. Et je pense que c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Il y en a qui ont compris que si Laïka est journaliste, ben, elle gagnerait justement à faire un peu de comptabilité, elle gagnerait à faire un peu d'entrepreneuriat, elle gagnerait à faire même un peu de, je sais pas, de toucher à autre secteur d'activité. Ce qui fait qu'elle n'est pas limitée. Si elle arrive dans son pays, ben, elle sait qu'elle peut effectivement. La polyvalence, justement, ce serait bien d'être un profil polyvalent. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite évidemment à tout le monde. Les amis, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci à vous pour votre intelligence, la disponibilité. David, ça a été un plaisir, hein, naturellement, de te recevoir sur ce plateau. Je rappelle que tu es diplômé en électromécanique. Un petit mot à dire avant de clore l'émission? Non, je remercie vraiment, je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau, de partager avec Laïka, diplômée, enfin journaliste au cours, voilà, merci. Un petit mot à dire avant de clore l'émission, peut-être les personnes à saluer? Oui, c'est toujours important. Coucou Serena, coucou maman, coucou Enchi. C'est toujours un plaisir, Régis, de partager le plateau avec vous. Un coucou à toute la famille et au plaisir de revenir. Moi, le petit s'appelle comment? Nathaniel. Mais voilà, on fait un gros coucou à Nathaniel. Voilà, un gros coucou à Nathaniel. Et puis voilà, tonton et tontine, on fait les bisous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques aussi pertinentes et liées à une jeunesse aussi intelligente. Et comme vous le savez, en Génération News, c'est l'Afrique qui bouge. Merci de l'avoir suivi. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.